Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller plus loin. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille, non. La politique des États-Unis en matière de sanctions à l'écart des trois États qu'on appelle communément la troïka de la tyrannie, c'est-à-dire le Nicaragua, le Venezuela et Cuba. Sur ces trois pays, il y a une continuité totale, pas de rupture avec la mandature de Donald Trump. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org, avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices noyo bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Alors que crise migratoire entre Amérique latine et États-Unis a tourné un piquant dans pied administration président démocrate américain Joe Biden, eh bien numéro 1 américain en face une série défis internes k'ap mandel nan temps k'ap vini yo pour compter avec américains latino-américains yo ou bien secteur k'ap soutenu yo nan États-Unis. Traitement migrants haïtiens yo qui fait Biden prend en pile critique probablement pas prêté sans conséquence même si Biden monté plafond quantité réfugiés États-Unis capable de recevoir pendant une année dans niveau 125 000 au lieu 15 000 litayé sous président Donald Trump. Mais yon nan gros question yo tout ces batailles qui a déroulé entre Aigla avec Dragon dans région Amérique latine, États-Unis considéré comme la cour derrière la Kaili. Qui perspective dans relation Amérique latine avec États-Unis pendant reste mandat Biden nan, c'est ça n'a poué jodia dans événement. On pense évidemment à la communauté cubaine qui est très présente en Floride, mais il faut penser également à tous les ressortissants d'Amérique centrale et du Triangle Nord qui sont présents aux États-Unis. Donc forcément, Joe Biden va devoir parler à cette communauté. Eh bien, dans le numéro événement ça, je nous dis, on a prêté seulement sous données qui concernaient relations Amérique latine avec États-Unis. Pourtant, cap vini la yo. Dans qui niveau capable gagner changement, dans qui niveau tout politique yo capable continuer sans changement à partir ça États-Unis a cherché d'une part mais tout dépendant situation générale qui gagne dans région. Eh bien pendant émission n'a écouté Florent Joalan, un conseiller économique français spécialiste dans dossier Amérique latine qui t'a intervenu dans premier semaine octobre là dans un atelier Banque Publique Investissement la France t'est organisé dans Paris. On commence sous contexte économique en Amérique latine. Donc si on revient assez rapidement sur ces conséquences du Covid-19 et ses conséquences économiques, on peut s'apercevoir que les États latino-américains étaient déjà à un niveau de leur croissance qui était en stagnation. On peut le voir sur ce graphique de gauche qui est repris des études du FMI. Et on peut s'apercevoir également que l'année 2020 a été un choc très important dans leur croissance économique. Évidemment, comme le reste de la planète,
Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en Amérique latine, on avait des vulnérabilités qui étaient préexistantes, notamment en termes d'éducation, en termes d'inégalité, en termes des problématiques également de tensions sociales qui ont fortement impacté ce sous-continent et qui vont avoir des répercussions à long terme dans la zone. On observe un rebond évidemment en 2021 qui est tiré, on pourra y revenir, par les États-Unis avec le rebond américain. Et ce qui est aussi important dans ce contexte économique qui est particulièrement difficile, c'est l'évolution des dettes publiques, puisque certaines de ces dettes étaient déjà à un niveau très élevé et les interventions des États latino-américains au niveau social, donc pour permettre finalement aux habitants de pouvoir se nourrir, de pouvoir se loger, ont été très importantes, ce qui a augmenté drastiquement les dettes publiques. Et comme je l'évoquais, le niveau des inégalités qui était déjà très important, mais qui s'est accru considérablement. Et on peut constater que, également sanitairement, l'Amérique latine correspond à 8% de la population mondiale, mais paradoxalement correspondait à un tiers des décès causés par le Covid-19. Et maintenant, qui ça mandat Biden nan capable changer ou bien pas changer dans le rapport économique États-Unis avec Amérique latine nan? Tout d'abord, on part d'une équipe qui était majoritairement connue, puisqu'on retrouve dans les équipes Joe Biden, donc nouveau président, 46e président des États-Unis depuis janvier 2021, qui était l'ancien vice-président de Barack Obama, qui était, lorsqu'il était vice-président, chargé des sujets de suivi des relations entre les États-Unis et l'Amérique latine, donc il connaît très bien les dossiers latino-américains. Dans son équipe, on retrouve également Anthony Blinken, qui est le secrétaire d'État, qui était ancien conseiller à la sécurité nationale de Barack Obama, donc des figures très connues. On retrouve également Jake Sullivan, qui est aujourd'hui le conseiller sécurité de Joe Biden et qui était son ancien conseiller adjoint lorsque Joe Biden était vice-président. Et on retrouve enfin John Kerry, une figure bien connue qui est bien connue de l'administration américaine, qui est aujourd'hui chargé des questions climatiques et qui était l'ancien secrétaire d'État sous Barack Obama. Donc tout ça, on connaît très bien les équipes. La nouvelle figure, si on veut nuancer ce point-là, c'est évidemment Kamala Harris, la vice-présidente américaine, mais qui a déjà une expérience politique assez longue, ancienne procureure, ancienne sénatrice de Californie, et qui a été chargée, comme l'avait été Joe Biden lorsqu'il était vice-président de Barack Obama. Kamala Harris a été chargée du suivi des relations entre l'Amérique latine et les États-Unis. Donc ça c'est le premier point de continuité, c'est-à-dire qu'on a des figures bien connues qui sont déjà investies sur ces questions de relations avec l'Amérique latine. Le deuxième point de continuité, c'est la diplomatie traditionnelle des Américains avec cette doctrine America First. Comme le disait Mike Pompeo en 2020, qui résume très bien cette doctrine d'America First, c'est finalement l'idée que l'argent que dépensent les États-Unis et son intervention à l'étranger doit d'abord servir sa politique intérieure et défendre ses valeurs. Et enfin, le dernier point de continuité, c'est finalement la politique des États-Unis en matière de sanctions, à l'écart des trois États qu'on appelle communément la troïka de la tyrannie, c'est-à-dire le Nicaragua, le Venezuela et Cuba. Sur ces trois pays, il y a une continuité totale, pas de rupture avec la mandature de Donald Trump. Sur le Venezuela, les États-Unis affirment régulièrement leur volonté d'avoir une transition politique après Nicolás Maduro, qu'ils puissent dialoguer avec les oppositions. Les sanctions sont maintenues. Sur le Nicaragua, on a également le souhait d'élections justes. Les élections au Nicaragua, je le rappelle, sont en novembre prochain, dans un mois. Nous verrons ce qu'il en est. Et concernant Cuba, on a une continuité des sanctions, donc pas de levée des sanctions depuis l'arrivée de Joe Biden. Contrairement à ce qu'il avait pu annoncer dans son programme, où il avait parlé d'une levée potentielle des sanctions sur Cuba, finalement, on a une continuité totale de la politique de sanctions américaine sur Cuba. Ces points-là sont évidemment à nuancer avec une certaine stratégie qu'on peut observer et qui a été même formulée par Kamala Harris lors de la 51e conférence de Washington
en mai 2021. Une vraie stratégie qui s'appuie et qui repose sur le rapprochement avec le voisin étranger. Le voisin étranger, évidemment, directement, c'est le Mexique, le triangle nord de l'Amérique centrale et certains pays de la Caraïbe. Ce rapprochement va servir évidemment les intérêts des États-Unis en matière d'une part migratoire. Pourquoi ? Parce que sur cette question migratoire, les premiers décrets qui ont été pris par le président américain, c'est d'une part l'arrêt de la construction du mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique, et d'autre part, le deuxième point important, c'est ces décrets qui ont été pris pour rétablir le statut des migrants mineurs qui étaient temporairement sur le sol américain. Donc ce statut leur a été rétabli à l'arrivée de Joe Biden. Ki donk, kestyon migrasyon, se yon gwo dosye nan relasyon Etats-Unis avek Amerik Latine. E premier peyi nan frontier sud Etats-Unis, se Meksik. An nou rappele ke dapre chif Nasyons Unis, se environ 91,000 migrants ki travesse forêt dangereux orele Darien, soti Colombie pou entre Panama, epi pran route Amerik Central pou ale Meksik avek espoir pou entre Etats-Unis. Se bilan yo fè sou mouvment migratoire ki genyen nan denye tan sa yo ki pase par l'Amérique centrale, soti Amérique du Sud pou ale lan Meksik. Les États-Unis ont rétabli leur relation avec le Mexique. Ils ont fait en septembre un dialogue économique de haut niveau qui avait été interrompu depuis Barack Obama. Sous la mandature de Donald Trump, il n'y avait eu aucun dialogue économique et Joe Biden a émis ce souhait de pouvoir discuter avec les Mexicains des chaînes de valeur, qui est très important pour les États-Unis, évidemment parce que à la frontière mexicaine, il y a énormément d'industries qui développent notamment dans l'automobile, qui construisent des voitures, mais pas que. Et cette question de la sécurisation des chaînes de valeur et de bénéficier d'un État proche des États-Unis sur lequel les États-Unis peuvent compter pour leur production est très important. La véritable interrogation qu'on peut se poser dans cette question entre continuité et rupture, c'est la position américaine sur l'Amérique du Sud. On voit évidemment les liens directs qu'il peut y avoir sur l'Amérique centrale. En revanche, sur l'Amérique du Sud, ces questions sont beaucoup plus ténues et finalement on peut se demander pourquoi les États-Unis n'ont pas fait de gestes politiques forts en Amérique du Sud. Personnellement, je pense que c'est en partie dû au renouvellement politique qu'il y a dans la région, parce que ce renouvellement politique a été très important en début d'année 2021, il va continuer de l'être en 2021, en 2022. On a eu des élections en Équateur, on a eu des élections en Bolivie et au Pérou en début d'année 2021. On aura encore des élections en 2021 au Chili en novembre prochain et on aura également des élections dans deux États importants, la Colombie et le Brésil, en 2022. Donc ces élections vont permettre en tout cas, c'est ce que l'on pense, de déterminer une nouvelle stratégie des États-Unis avec l'Amérique du Sud et de pouvoir voir quelles forces politiques sont placées dans ces États-là et comment la stratégie va pouvoir, les États-Unis vont pouvoir user de leur stratégie sur ces États d'Amérique du Sud. L'autre question qui est important en pile, c'est influence la Chine, dragon, kap monté dans région Amérique latine. Évidemment, les États-Unis ont leur précaré historique en Amérique latine. C'est un territoire évidemment qui leur est relié géographiquement. C'est un territoire dans lequel ils ont naturellement une influence et où ils sont généralement écoutés, pas toujours, mais assez régulièrement. Et face à cela, la Chine a développé sa propre stratégie d'influence avec les nouvelles routes de la soie. C'est une stratégie très intéressante et très importante pour la Chine qu'elle développe à l'international, évidemment en première partie en Asie, mais qu'elle étend dans le reste du monde.
Et à l'échelle de l'Amérique latine, l'Asie et la Chine en particulier, avec ses nouvelles routes de la soie, a de très fortes ambitions, des ambitions d'investissement très importants dans les infrastructures et une stratégie plus généralement de rayonnement au-delà des financements que l'on va pouvoir évoquer par la suite. C'est également un terrain d'affrontement au niveau commercial, puisque la Chine est devenue le deuxième partenaire commercial en Amérique latine derrière les États-Unis. La Chine a investi massivement depuis une quinzaine d'années dans plusieurs infrastructures. Elle est arrivée d'abord dans les secteurs extractifs. Elle a développé 90% de ses investissements dans le secteur extractif. Puis elle a tendu à se développer dans le secteur des services et dans celui des infrastructures portuaires, des routes, etc. Et on estime aujourd'hui que le secteur extractif ne représente que 50% de ses investissements total. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la Chine est également le premier partenaire commercial d'un certain nombre de pays, notamment le Pérou, le Brésil ou le Chili. C'est le premier partenaire commercial de ces pays-là. Et face à cela, on observe dans les parts de marché un recul de la position des États-Unis sur ces États souvent d'Amérique du Sud. La stratégie des États-Unis a été de développer des accords commerciaux. Alors, il y a énormément d'accords commerciaux avec la région. Le plus récent et celui qu'on a en tête, c'est l'accord TMEC ou USMCA avec le Mexique, qui a permis de renouveler l'accord de l'ALENA qui était un petit peu ancien. Et il y a également d'autres accords qui sont aujourd'hui en question. On a notamment l'idée d'un accord avec l'Équateur. Et il y avait également cette idée, lorsque Donald Trump était président des États-Unis, d'un accord avec le Brésil. La question des accords commerciaux va être extrêmement importante pour cette stratégie américaine en Amérique latine. Toujours sur cette question sino-américaine, sur les financements, on observe que sur les 15 dernières années, les banques de développement chinoises ont massivement investi en Amérique latine. Elles ont investi sur les 15 dernières années 140 milliards de dollars, ce qui correspond à des sommes qui sont plus élevées que la CAF, la BID et la Banque mondiale réunies. Donc la Chine a massivement investi et face à cela, les États-Unis ont pour ambition de prêter davantage aux États latino-américains, mais en le faisant différemment. C'est-à-dire que l'objectif des États-Unis aujourd'hui, c'est de prêter. Alors ils ont annoncé leur politique lorsque Joe Biden a été élu du US Citizenship Act of 2021, qui sont 4 milliards de dollars sur 4 ans. Pour les États latino-américains, à condition que ces financements soient utilisés, et là encore on en revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, à contenir l'immigration d'une part, et d'autre part à aller directement aux causes de ces migrations, c'est-à-dire favoriser le développement des populations par l'éducation, par la réduction des pauvretés dans ces pays-là. Ça, c'est véritablement la stratégie américaine. Et ce qui est un peu nouveau dans cette stratégie de financement, c'est que les États-Unis, maintenant, souhaitent financer via le secteur privé et ne plus passer par un financement en souverain, c'est-à-dire aux États directement. Ils pensent qu'en passant par le privé, il y aura plus de chances que, d'une part, ça puisse atteindre les buts escomptés, et d'autre part, que ce sera utilisé d'une meilleure manière, et notamment, peut-être, pourquoi pas, en associant les entreprises américaines à la construction de leurs projets d'infrastructure ou de projets de développement. La Chine prend poids sérieusement dans l'Amérique latine dans question investissement stratégique, c'est constat au fait, et c'est même bagaille sous question diplomatie sanitaire, surtout avec COVID-19 là, mais États-Unis semblait à marquer point dans question climatique yo. On a eu plusieurs revers américains et européens sur un certain nombre de projets d'infrastructure, puisque les Chinois sont arrivés en Amérique latine avec déjà des coûts très réduits dans ce qu'ils proposaient sur les infrastructures, et surtout une rapidité d'exécution qui pouvait défier toute concurrence. Donc ils ont réussi à remporter de grands marchés. Pour vous donner un exemple, par exemple le métro de Bogota sera construit par les Chinois. Et sur ces investissements stratégiques, les États-Unis, là encore, dans une logique d'affrontement, ont développé leur propre programme America Crece, donc de financement des infrastructures,
qui est ciblé sur un certain nombre de secteurs et qui doit passer par le secteur privé. Le secteur privé, ils espèrent que l'Amérique latine aura recours à des entreprises des États-Unis. Et enfin, en dernier point, sur le plan sanitaire et sur le plan environnemental, là encore, on observe un certain affrontement. Davantage sur le plan sanitaire, sur le plan sanitaire avec la diplomatie des vaccins. Dès le début de la crise sanitaire, les Chinois sont intervenus massivement un peu sur l'ensemble de la planète en proposant du matériel médical et en proposant également des doses de vaccins qui ont été évidemment acceptées par les États latino-américains. Aujourd'hui, on a un grand nombre de ces États qui sont vaccinés du coup au vaccin chinois. Et face à cela, les États-Unis ont embrayé un petit peu en retard avec leur dose de vaccin. Là encore, dans une logique d'America First, ils ont d'abord pourvu leur dose de vaccin pour leur population. Et ensuite, ils se sont tournés à l'étranger et notamment vers leurs voisins étrangers avec leur dose de vaccin Pfizer. L'objectif des États-Unis, c'est de donner environ 150 millions de doses de vaccins aux États latino-américains et cet objectif-là, il a été notamment réaffirmé à l'occasion des Assemblées générales des Nations Unies il y a 2 semaines. Et également les enjeux climatiques, très importants, notamment pour les États-Unis, un petit peu moins pour la Chine. Avec cet enjeu climatique, on aperçoit que John Kerry, donc que j'évoquais tout à l'heure, qui est le conseiller climatique de Joe Biden, se déplace régulièrement en Amérique latine et qu'il essaye de convaincre ses interlocuteurs du bien fondé de la transition écologique, du fait de transformer leur modèle économique en un modèle plus durable. Et ces déplacements sont très importants puisque John Kerry, c'est une figure de la politique américaine et lorsqu'il est reçu au Brésil, par exemple, ou dans d'autres États, évidemment, ça a un poids en termes d'influence sur ces enjeux-là. On voit un petit peu moins les Chinois sur ce secteur-là, mais du coup, ça va être un point très important pour les États-Unis pour faire des leviers, notamment sur des financements ultérieurs. Kounia, pour finir, sous base constat qui fait là, qui perspective qui présentait pour relation Amérique latine avec États-Unis? Qui hypothèse yon moun capable faire? On peut voir que dans les prochains mois, plutôt l'année prochaine, il y aura une échéance qui est très importante, qui est celle des élections à mi-mandat. Ça va être extrêmement important pour Joe Biden en novembre 2022, puisque il y a une communauté latino-américaine qui est évidemment très importante aux États-Unis. Et on pense évidemment à la communauté cubaine qui est très présente en Floride, mais il faut penser également à tous les ressortissants d'Amérique centrale et du Triangle Nord qui sont présents aux États-Unis. Donc forcément, Joe Biden va devoir parler à cette communauté et va devoir trouver des leviers pour attirer ces votes-là et conserver sa majorité au Parlement. Un deuxième sujet qui est très important, ça va être celui des minerais stratégiques. Si on se focalise uniquement sur un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, qui est celui du lithium, on peut s'apercevoir que sur le lithium, il y a pas mal d'États qui ont développé leur propre stratégie. Par exemple, la Bolivie, qui a fait le choix en 2006, depuis l'arrivée d'Evo Morales, d'être indépendant en matière de production, d'extraction, de production de lithium. Le lithium, c'est extrêmement important pour les batteries pour nos voitures électriques. C'est extrêmement important aussi pour les piles à haute capacité ou pour les ordinateurs. Donc on voit que sur ces questions, il y a des États qui développent leur propre stratégie. Le Mexique également a annoncé la semaine dernière que sur le lithium, puisqu'il y a un énorme gisement de lithium au Mexique, il souhaitait ne pas avoir recours à des entreprises privées étrangères, mais uniquement à des entreprises mexicaines ou à la société publique mexicaine.
Donc sur ces questions de minerais stratégiques, les Américains vont devoir se positionner. Est-ce qu'ils vont considérer que les États latino-américains doivent coopérer avec eux en formant des partenariats, ou est-ce qu'ils vont plutôt considérer que ils vont essayer de candidater sur ces marchés pour essayer de prendre des parts de marché et avoir évidemment des positions sur ces chaînes de valeur avec ces minerais stratégiques. Et enfin, le dernier point, qui est celui des volontés d'émancipation des États latino-américains. On a plusieurs exemples assez récents qui nous montrent que finalement les relations États-Unis-Amérique latine sont assez tendues et qu'on a une volonté de ces États de se détacher de la tutelle historique des États-Unis. D'une part avec le Chili, qui aujourd'hui finalement a assez peu de liens, si ce n'est commerciaux, avec les États-Unis, puisqu'il a un prisme essentiellement tourné vers le Pacifique. Le Chili est membre de l'APEC, il est membre de plusieurs du CTPP, qui est un nouvel accord commercial au niveau Pacifique. Il est membre également de l'Alliance du Pacifique. Donc, il dispose de plusieurs alliances qui lui permettent de ne pas être attaché aux États-Unis en termes commerciaux ou en termes d'influence. Donc, c'est ce qu'on observe avec le Chili, par exemple, et avec le Mexique. On a eu, il y a 2 semaines, le vœu du président mexicain AMLO de s'émanciper de l'OEA, donc l'Organisation des États américains, et de créer une organisation autonome. Et évidemment, lorsqu'il a formulé cette phrase, ça a créé une petite tension avec les États-Unis, puisque l'OEA est la structure régionale dans laquelle les États-Unis sont membres et sur laquelle, évidemment, ils ont un intérêt très important, puisque tous les États quasiment latino-américains font partie de cette organisation. Et c'est une vraie sphère d'influence pour les États-Unis. Et enfin, sur un plan plus commercial, on a un exemple récent, donc de la semaine dernière au Pérou, où sur le gisement de gaz Camisea, le Premier ministre péruvien a un peu remis en cause le consortium qui exploite ce gisement et dans lequel figure notamment une entreprise américaine, états-unienne plutôt, ce qui met en péril et ce qui pourrait mettre en péril les investissements états-uniens dans ce pays-là, avec une vraie volonté du Premier ministre péruvien qu'il y ait des retombées économiques de ce gisement pour le Pérou. Donc on peut voir finalement qu'avec tous ces éléments-là, la politique des États-Unis n'est pas complètement fixée. Elle est assez claire en Amérique centrale, mais par contre c'est beaucoup plus compliqué de se faire une idée de cette stratégie au niveau de l'Amérique du Sud. Et évidemment, les échéances politiques qui arrivent vont permettre de dessiner plus clairement cette stratégie américaine qui est encore en définition. Eh bien, c'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale là chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale là. Dans le numéro événement ça, nous traité seulement sous données qui concernaient relations Amérique latine avec États-Unis. Pourtant cap vini yo dans qui niveau capable gain changement, dans qui niveau politique yo capable continuer sans changement à partir de ça États-Unis a cherché, mais tout dépendant situation générale qui gagne dans région. Ces questions Florent Joalan et essayer traiter avec nous. Florent Joalan qui c'est un conseiller économique français spécialiste dans dossier Amérique latine. Il a intervenu dans premier semaine octobre dans un atelier Banque Publique Investissement Français t'est organisé dans Paris. Parmi sources nous t'es consulté pour magazine ça, en plus chaîne YouTube Banque Investissement Public La France là, eh bien gagnent tout ONU Info, Le Monde Diplomatique et puis RFI. Merci pour attention nous, continuez suivre nous sur 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Merci pour tes 3 côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement.